Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes le samedi 18 décembre. À la une de l'actualité, 4 ministres ivoiriens mènent l'offensive diplomatique en Turquie. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, les ministres de la Santé, de l'Éducation nationale et celui de l'Agriculture sont de toutes les rencontres à ce sommet Turquie-Afrique. Ils font la promotion de la destination Côte d'Ivoire en vue d'intensifier la coopération ivoiro-turque. Dans la capitale ivoirienne, Yamoussoukro, c'est la fin de la deuxième session de l'année 2021 pour le Conseil de médiation. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, a fait un bilan et il en ressort essentiellement la fin de la violence intercommunautaire. On reste à Yamoussoukro pour le week-end des Ebony. Les meilleurs journalistes de l'année seront récompensés. Le Super Ebony sera connu dans quelques heures seulement. Une vingtaine de nominés, des prix sectoriels et spéciaux seront décernés. Cette 23e édition regroupe plus de 500 journalistes. Un cross a eu lieu ce matin dans les rues de Yamoussoukro. Et puis aux Philippines, le super typhon Rai a fait au moins 33 morts, des dizaines de portées disparues et plus de 300 000 personnes déplacées. Vous informez sur RTI 1. Dans la page culture de ce soir, nous parlons de l'Abissa, la plus grande fête traditionnelle que concélèbrent les 7 matriclans du peuple Onzima. L'Abissa, danse conjuratrice des calamités et des souffrances. L'Abissa, moment de réjouissance, de retrouvailles, de bilan et de partage. Abissa 2021, quel bilan après la reprise? Nous en parlons avec le président de l'association Abissa, M. Jean-Baptiste Amichia. Bonsoir, M. Amichia. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons vous retrouver dans tout juste quelques minutes pour en parler. Merci. À tout à l'heure. Pour l'instant, direction Istanbul, la capitale de l'Afrique, le temps du sommet Turquie-Afrique. 4 ministres ivoiriens ont effectué le voyage pour nouer des partenariats d'affaires avec leurs homologues turcs. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Michel Digré. Les 4 ministres ivoiriens à Istanbul intensifient l'offensive diplomatique au second jour du sommet Turquie-Afrique. La ministre Maria Toukone a porté la voix de la Côte d'Ivoire au cours de la réunion ministérielle sur l'éducation, après quoi elle a eu une séance de travail avec son homologue turc. Nous avons parlé de la question de la sécurisation des examens, nous avons parlé de la qualité de la formation et le renforcement des capacités des enseignants. Nous avons parlé également de la qualité de la formation de nos élèves. Avec le ministre, nous avons convenu de continuer ces échanges, de faire en sorte que nos collaborateurs puissent se parler pour construire un partenariat gagnant-gagnant. Dans la salle d'à côté, c'est le ministre Pierre Demba qui a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire sur la riposte sanitaire contre la Covid-19. Je pense que la Côte d'Ivoire a su tirer son épingle du jeu. Nous voyons que à travers ce que nous avons fait, nous avons donc les meilleurs taux de vaccination dans la plupart des pays qui sont partenaires de la Turquie qui sont arrivés. Les taux de létalité et de positivité sont également très faibles. Donc je pars assurer vraiment investi de l'expérience d'un pays qui a su en si peu de temps développer son secteur de santé et qui est aujourd'hui un modèle donc, en Europe et dans la sous-région. Au cours de l'audience avec le ministre turc de l'Agriculture, comme à la réunion ministérielle, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a livré les priorités de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé des potentialités agricoles de notre pays qui aujourd'hui ont besoin d'être fructifiées et donc la Turquie s'engage à nous accompagner dans le domaine de la transformation de nos produits et le ministre également nous a donné l'information que des équipes viendraient en Côte d'Ivoire pour voir notre niveau de mécanisation de notre agriculture parce qu'en la matière, la Turquie est très en avance. Le dernier tableau de cette offensive diplomatique s'est joué dans la salle des plénières où les ministres des Affaires étrangères des pays présents à ce sommet ont planché sur plusieurs thématiques. Ces points concernent la paix,
la sécurité, la justice, le développement axé sur l'homme, la santé, l'éducation, la formation de qualité, l'emploi des jeunes et des femmes, l'environnement. La ministre Kandia Camara donne la position des pays africains sur ces sujets. Tous ici, nous nous sommes accordés pour dire que tous ces points sont des points prioritaires pour l'ensemble des États africains. Parce que nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes, nous avons tous les mêmes défis à relever et donc nous avons décidé, nous pays africains, de coordonner justement ces points de vue et d'en discuter avec notre partenaire qu'est la Turquie. En marge de ces travaux, Kandia Camara a multiplié les échanges avec ses homologues et a accordé des interviews à la presse internationale pour vendre les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Et retour en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, pour la rencontre qui marque la fin de la deuxième session de l'année 2021 pour le Conseil de médiation. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, a fait un bilan et l'on ressort essentiellement la fin de la violence intercommunautaire dans le pays. Kader Sogodogo. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, avec autour de lui l'ensemble de ses délégués en région, achève cette deuxième session de l'année 2021 du Conseil de médiation. Cette rencontre aura permis de faire le point sur la situation sécuritaire et sociale entre les populations vivant sur le territoire national. Le pays semble avoir renoué avec sa tradition de paix. Nous sommes très heureux d'aboutir à des résultats très satisfaisants et de constater que la cohésion sociale dans notre pays est de mise, que la paix est revenue dans toutes les régions et que nous avons des solutions pour nous préparer pour encore approfondir la paix en Côte d'Ivoire en travaillant efficacement avec les délégations qui nous représentent à l'intérieur du pays. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, entend poursuivre ses efforts pour maintenir le climat social paisible. C'est clair, le dialogue politique qui vient de reprendre sera un atout majeur pour cette soif de paix. Journée nationale d'hommage aux doyens pour la 3e édition. La Commission nationale a porté son choix sur le général Akissi Kwame. Elle est la première femme générale de Côte d'Ivoire. Herman Guivet. Une conférence publique pour passer en revue et honorer le parcours exceptionnel de la première femme à atteindre le grade de général de brigade dans l'armée ivoirienne, Akissi Kwame. Parachutiste, médecin gynécologue, obstétricienne, servante de Dieu et présidente de la fondation Akissi Kwame. Aujourd'hui à la retraite, le général de brigade Akissi Kwame est célébré pour toutes ses qualités professionnelles, humaines et sociales par la Commission nationale d'hommage aux doyens, la CNHD, présidée par Célestin Coco. À travers la thématique Général Akissi Kwame, itinéraire d'une femme moderne, le conférencier, le docteur Jofolo Doumbia, mettra en lumière les valeurs qu'incarne cette personnalité féminine. Le choix se fait au niveau de la commission scientifique, qui est une commission scientifique destinée à valoriser, si vous me permettez, des valeurs. Alors la commission nationale d'hommage aux doyens a décidé, nous allons rendre hommage aux hommes valeureux et aux femmes valeureuses qui vivent encore. C'est ce que nous appelons l'hommage costume. Et l'hommage ne sera plus pour nous posthume, c'est-à-dire après sa mort. Il faudrait que cette personne ait marqué son existence par des actes qui permettent d'évaluer l'homme dans sa dimension transcendantale. Nous avons pris la générale Akissi à cause de la thématique du genre aussi. Nous avons honoré 2 hommes, c'est-à-dire le professeur Sarasoro et ensuite le ministre Lambert Amotano. Donc il était tout à fait normal que nous pensions aux femmes. Et nous avons trouvé une grande femme qui répond à tous les critères de personne, de personnalité et de personnage. Présents à cette conférence publique, des femmes issues des différents corps de l'armée ivoirienne, des ex-collaborateurs du général de brigade Akissi Kwame, des représentants du Sénat, des ONG de promotion des femmes, des représentants de plusieurs ministères. Le général Akissi Kwame, par son exemple, par son parcours exceptionnel, montre qu'en Côte d'Ivoire, les barrières au niveau
de l'acceptation des compétences féminines, ces barrières-là s'effacent au fur et à mesure. Et voir une femme se hisser au sommet de l'armée, au grade de général, elle est une icône et c'est un exemple qui est à transmettre à la jeune génération. Le général est une femme complète, tant au plan des valeurs morales qu'au plan des valeurs intellectuelles. Et nous voulons, au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, travailler sur ces valeurs pour qu'il y ait plus de compétences avérées et plus d'entraide, afin que nous puissions véritablement arriver à cette égalité de genre que nous souhaitons. Âgée de 66 ans aujourd'hui, la native d'Assakra, dans la sous-préfecture de Kwebo, département de Tumoti, demeure assurément un modèle inspirant pour les jeunes générations. Dans la Bagoué, l'aérodrome de Boundiali se prépare à faire peau neuve. Les derniers occupants du site sont sommés de le libérer avant la fin de cette année. Le maire de la commune, Maria Toukone, est allé les informer de vive voix afin que les travaux puissent démarrer plus tôt à Mississauga. L'aérodrome de Boundiali bientôt opérationnel. La ministre-maire Maria Toukone sur le site pour exhorter les derniers occupants à le libérer afin que les travaux de réhabilitation puissent démarrer. Ces derniers disent avoir saisi le message mais manquent de moyens pour se reloger. Je suis installé ici, ça fait plus d'une vingtaine d'années avec ma famille. Nous avons reçu une mise en demeure. Alors, nous voulons bien partir, mais la pauvreté aidant, on ne sait pas où aller. Et nous voudrions que les autorités compétentes puissent nous aider. Nous avons été informés depuis 3 mois maintenant qu'on doit quitter l'aéroport. Aussi, c'est un problème. Nous, on a envie de partir. On est pour le développement. En tout cas, nous sommes en train de faire des pieds et des mains pour partir dans le meilleur délai. L'aérodrome de Boundiali a cessé de fonctionner depuis 1999. La nature ayant horreur du vide, ce site a été illégalement occupé par plusieurs familles. Aujourd'hui, avec le développement de la ville de Boundiali, cette infrastructure aéroportuaire est un atout majeur et les autorités comptent bien en profiter. Que les populations comprennent que nous voulons le bonheur de Boundiali. C'est pour leur bonheur que nous souhaitons qu'elles partent, afin que les travaux puissent effectivement démarrer. Actuellement, c'est une piste, mais c'est avec cette piste-là que les avions atterrissaient ici. Ça veut dire que la piste est encore très bonne. Si les avions descendent à Boundiali, c'est tout un avantage pour les populations de Boundiali elles-mêmes, mais surtout celles de Kouto, celles de Tengrela. Ça va raccourcir, l'aéroport raccourcit les distances. Avec le départ de plusieurs familles, les premières démolitions ont déjà démarré. Les travaux de réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Boundiali, longue de 2,80 km, débuteront au premier trimestre 2022. Il est aussi question de développement à Korogo. Le ministre-gouverneur Gaussou Touré poursuit ses rencontres avec les ressortissants du district du Denguélé vivant sur le territoire national. Et à Korogo, il a appelé à l'union et à la solidarité pour le développement du district. Sam Konan. Le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaussou Touré, à la rencontre de ses administrés vivant à Korogo. L'objectif est de leur expliquer les principales missions de son mandat et inviter chacun à s'en approprier. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets débattus, principalement la question de la cohésion sociale entre toutes les populations vivant dans le district du Denguélé, qui regroupe le Kabadougou et le Folon. L'objectif que nous avons, c'est de tout mettre en œuvre pour que nous puissions transformer les immenses potentialités que nous avons chez nous pour que, au rendez-vous 2025-2030, que le district La Tête Haute soit classé parmi les districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. La rencontre s'est déroulée au domicile du chef de la communauté Odénéka au quartier Petit Paris. Une initiative fortement appréciée par l'ensemble des cadres venus prendre part à cette rencontre. On salue donc cette volonté du ministre-gouverneur du district du Denguélé de chaque fois, partout le besoin se présente, de réunir tous les frères, toute la diaspora du Denguélé pour leur porter le bon message et les exhorter au travail, de s'intégrer parfaitement dans les populations qui les accueillent.
C'est pas une séance de prière et de bénédiction pour le président de la République et pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire qu'a pris fin l'entrevue entre le ministre-gouverneur et les populations. Les autorités religieuses et les fidèles musulmans de la commune de Yopougon ont procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la grande mosquée de Yopougon-Niangon. Le point de Souleymane Donisongou et Alvorassa. Ce geste marque la concrétisation d'un rêve attendu depuis longtemps par la communauté musulmane de Yopougon-Niangon, celui de disposer d'un lieu de culte pour vivre leur foi dans la dignité. La réalisation de ce projet est le fruit d'innombrables efforts fournis de concert par les cadres musulmans et les autorités publiques. Ce complexe a initialement bâti sur une superficie de 2,5 hectares, comprenant une grande mosquée, une capacité de 7000 places à 2 niveaux. Il y a un groupe scolaire islamique. Nous croyons à la miséricorde de Dieu que c'est l'ouverture qui vient de se faire depuis des décennies. Le terrain nous a été offert. Aujourd'hui est un très grand jour pour nous. Aux côtés de l'imam principal de la mosquée, Cheikh Imam Ali Ouattara, président du COSIM section Yopougon, le ministre Adama Diawara, parrain de la rencontre, invite les musulmans de Yopougon à s'unir pour achever les travaux de cette mosquée. Je suis venu apporter ma petite contribution pour l'achèvement des travaux de construction de cette mosquée. J'en ai profité pour exhorter mes frères et sœurs à faire en sorte que l'islam en Côte d'Ivoire demeure sur sa voie, c'est-à-dire celle de la pratique d'un islam modéré, tolérant, sans extrémisme et sans fanatisme. Le terrain de la mosquée Vamoussa Bamba a été octroyé par feu le ministre Vamoussa Bamba. Il a une superficie de 22 000 mètres carrés. Eux ne sont plus au stade des travaux, mais il aura fallu 2 ans pour redonner un nouveau visage à la grande mosquée du village de Ganoué. Nous sommes dans le département de Ouaninou, région du Béré. Les fidèles musulmans de cette localité peuvent de nouveau pratiquer leur culte dans un cadre enchanteur. Mama Traoré. Dans le département de Ouaninou, région du Bafing, Ganoué est un village connu pour son attachement à la pratique de l'islam depuis des décennies. En atteste la présence de cette mosquée centenaire de style soudanais, juste en face de laquelle triomphe désormais le nouveau cadre futuriste de la grande mosquée. L'édifice vient d'être rajeuni suite à de grands travaux lancés en novembre 2019. C'est un édifice qui a été inauguré le 1er août 1997. Ça avait pris un coup de vieux et puis il était fortement dégradé. Cette grande mosquée a été construite entièrement que par les fils et filles du village. Depuis ce vendredi, la grande mosquée rénovée de Ganoué est de nouveau rouverte au culte. La qualité des travaux, ornée d'une décoration de type arabesque, a vite fait de conquérir les cœurs des fidèles musulmans. Notre mosquée, vraiment, ça me plaît. Vraiment, où on est là, en Côte d'Ivoire, moi aujourd'hui, il n'y a pas notre mosquée là, il n'y a pas sondé. Notre culture, c'est l'islam. Nous sommes nés musulmans et on grandit dedans. Ce qui se passe, on montre aux enfants qui doivent venir au village. Il ne faut pas ils vont regarder seulement que non, il n'y a pas ça chez nous. Ce qui est à Abidjan, il y en a chez nous ici. Pour cette réouverture, Ganoué a fait appel aux leaders religieux musulmans de Côte d'Ivoire. L'honneur est revenu au Cheikh Haïma Ousmane Diakité d'officier la grande prière du vendredi. Dans le sermon qu'il a prononcé, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a loué l'initiative de réhabilitation prise par les cadres de Ganoué sous le leadership de l'un de leurs, Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État. Là où on prie le Seigneur, ce sont les lieux les plus aimés par Dieu. Et donc là où on crée les conditions pour que les uns et les autres puissent prier notre Seigneur, appeler à la paix, appeler à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, appeler à ce que nous ayons une entente cordiale. Je crois qu'il n'y a jamais rien de trop grand pour ces lieux-là. Ganoué, qui est un village très important dans l'histoire de l'islam, un village de spiritualité, un village de diffusion de la science de l'islam. Et nous avons cité le hadith du prophète qui dit, alayhi salatu wassalam, celui qui construit une mosquée dans le monde d'ici-bas, Dieu construit pour lui une maison dans le paradis. Cela suffit comme motivation pour chacun. Ganoué a une nouvelle mosquée, mais n'oublie pas l'ancienne.
L'engagement a été pris par les cadres de veiller à la restauration de ce patrimoine religieux, tout comme celui de mettre sur pied un comité chargé de l'entretien de la grande mosquée rénovée. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le 11e congrès de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, s'est tenu hier 17 décembre. Thème de ce congrès qu'est l'apport de la FESI dans la gestion d'une école ivoirienne face aux défis de l'employabilité. Hors de nos frontières, les Philippines endeuillées par le super typhon Rai. Au moins 33 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres sont portées disparues. Au total, plus de 300 000 personnes ont dû fuir leur domicile depuis jeudi à cause de ce typhon qui a ravagé le sud et le centre du pays. Selon l'Agence nationale des catastrophes naturelles des Philippines, il a traversé vendredi en fin d'après-midi le nord de l'île, destination touristique populaire avec des vents de 155 km/h. La 23e nuit des Ébonies se déroule ce soir à l'hôtel président de Yamoussoukro. Le Super Éboni, le prix du meilleur journaliste de l'année, sera connu dans quelques heures. Le concours Éboni enregistre plus de 20 nominés. Des prix sectoriels et spéciaux seront décernés aux lauréats. Et pour cette 23e édition, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire reçoit à Yamoussoukro plus de 500 journalistes. Un cross populaire a eu lieu d'ailleurs ce matin. Jean-Marc Diadji. Cross populaire et séance de gymnastique au village Éboni de Yamoussoukro pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, des centaines de journalistes de la presse écrite, numérique et audiovisuel ont troqué leurs plumes au profit des crampons. Ces professionnels de médias célèbrent à travers le sport l'excellence et l'éthique. Le sport, pour eux, présente des avantages pour l'exercice de leur métier. Mais l'initiative est bonne d'avoir instauré ce cross parce que ça nous permet à nous tous, n'est-ce pas, de transpirer et d'avoir la santé. Cette journée sportive est organisée en prélude de la 23e nuit des Ébonies 2021 sous le thème « Journalisme et fake news, défi ou défiance ». La mauvaise information entraîne beaucoup de situations graves dans le monde. Donc aujourd'hui, si l'UNGCI, qui est la fêtière des journalistes de Côte d'Ivoire, prend comme on appelle son bâton de pèlerin pour prôner l'excellence, je crois que c'est une bonne chose. Le week-end des Ébonies, c'est une forme de récréation dans le sens noble du terme. C'est-à-dire après avoir créé, il faut se récréer. Il faut se récréer, certes, au niveau de l'esprit, mais il faut se récréer aussi au niveau du corps. Et la meilleure manière de se récréer au niveau du corps, c'est le sport. Ce week-end festif est l'occasion pour l'UNJCI d'organiser la finale du tournoi de football de la confraternité. L'Union des blogueurs de Côte d'Ivoire et l'Association de la presse étrangère se sont opposés dans le fair-play pour cette étape du week-end des Ébonies 2021. Et vous pourrez suivre tout à l'heure à partir de 21h la 23e nuit des Ébonies en direct sur RTI 1. On en arrive à la page culture de ce samedi. La ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle a ouvert à Yamoussoukro la 7e édition de la Semaine nationale des Arts et de la Culture. Le thème de cette année, contribution des industries culturelles et créatives à l'économie d'une Côte d'Ivoire émergente. Kader Sogodogo. Et vous êtes là sur cette terre de Nana Félix Houphouët-Boigny, comme lui faire une petite suggestion. Laquelle? Depuis les temps immémoriaux, le succès de ce pays n'a reposé que sur l'agriculture, en héros agri et les sans culture. Parce que la culture doit participer réellement au développement économique de cette terre nord. Bomo Mamadou plante le décor d'un monde culturel ivoirien qui veut être en mouvement et prendre toute sa place dans l'édification d'une nation forte. Bienvenue à la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui dépose ses valises à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Défilé des participants, majorette géante, la culture est célébrée dans toute sa dimension et son renouveau. Le thème de cette 7e édition est évocateur. Contribution des industries culturelles et créatives à l'économie d'une Côte d'Ivoire émergente. Arlette Badou Kwame, ministre de la Culture.
et de l'industrie des arts et du spectacle dévoile ses ambitions. La nouvelle dénomination ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle traduit toute la quintessence de la nouvelle mission de notre département ministériel. Cette nouvelle mission traduit la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de créer une véritable industrie, un écosystème de valeurs permettant à notre secteur de participer effectivement et sensiblement au PIB. En effet, il ne s'agit plus de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel, mais aller au-delà en favorisant une émergence d'une véritable économie de culture. Des invités, au nombre desquels le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, dont l'institution est prête à accompagner le monde culturel ivoirien dans cette nouvelle dynamique. Là où on parle de la culture ivoirienne, du patrimoine de notre pays, la RTI est présente. Et aujourd'hui, nous avons assisté à une très belle fête avec ce lancement en fanfare de cette 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Et je voudrais profiter pour remercier Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des arts du spectacle qui, avec son équipe, ont réalisé un beau coup. Des pays invités, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Maroc, l'intégration culturelle au rendez-vous de cette 7e édition. Un soupçon de bonheur avec notamment le Zaouli venu du pays où que la fête commence. On va également parler de danse et l'entretien de la page culture ce soir nous mène en pays Nzima. La Bissa, grande fête culturelle consacrant le début de la nouvelle année chez le peuple Nzima Kotoko. Elle revient sur la scène culturelle après une interruption en 2020 du fait de la crise sanitaire de Covid-19. Le président de l'association Abissa, Jean-Baptiste Amicia, est avec nous. Rebonsoir, monsieur Amicia. Bonsoir. Alors 2021 marque le retour de l'Abissa après une interruption, en tout cas interruption dans le sens de la grande fête que nous connaissons, même si elle a eu lieu en petit comité. Cette édition 2021 s'est tenue du 24 octobre au 7 novembre dernier. Première question, le bilan est-il positif ? Déjà, quand notre partenaire, la RTI, qui est présent dans les éléments culturels, nous invite à faire le bilan est positif. Je pense qu'en un mot, lorsque tout le peuple Nzima, avec toutes ses composantes, se réunit autour de Sa Majesté Aoulata Noé pour dire « nous voulons commencer l'année ensemble, malgré nos différences, nous voulons faire le point », je pense que c'est la première satisfaction, elle est là. Elle est là, et de voir tout ce peuple qui était enthousiaste dans toutes ses couleurs, dans toutes ses composantes, venant des 30 régions de la Côte d'Ivoire et de la diaspora, ça a été un grand. Et puis en plein, quand on a les amis du peuple Nzima Kotoko, quand on a le ministre de la Culture qui est là, quand on a le Côte d'Ivoire Tourisme qui est là, quand on a l'UNESCO qui nous accompagne, quand on a les ambassadeurs de l'Union européenne et les ambassadeurs des autres pays qui arrivent, on ne peut qu'être satisfait. Même si nous savons que les choses sont perfectibles, mais c'est déjà un premier point, d'avoir retrouvé la ferveur. Parce qu'effectivement, en 2020, à cause de la crise, nous avons été obligés de faire l'Abissa dans sa forme réduite. Donc on n'a pas mis l'ampleur en petit comité, mais pour pouvoir continuer. Donc c'était un Abissa vraiment réduit pour pouvoir dire, nous savons ce que c'est que la calamité. Donc quand les calamités sont là, il y a une manière de célébrer l'Abissa, c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous avons appris à vivre avec la calamité et nous avons pu faire un Abissa dans toute sa dimension. Avec un tel bilan, on a envie de voir des images de cet Abissa, voir et revoir des images. Et on y va tout de suite avec Victorien Angoa et on se retrouve tout de suite après. Fin de l'Abissa 2021. Organisation au-dessus de la moyenne avec à la clé une mobilisation totale. Les Ivoiriens attendaient leur Abissa et ils l'ont obtenu grâce à un comité d'organisation et des autorités traditionnelles motivées. Tous ont su relever le défi. Au lendemain de la clôture de l'Abissa, place est faite à une opération coup de balai. Comité Abissa, volontaires et partenaires ont pris d'assaut le village de Grand Bassam ou quartier France. Objectif, nettoyer le site d'accueil de la fête de Nzima Kotoko afin de lui donner fière allure. Le nouvel an du peuple Nzima Kotoko célébré, table rase est faite sur l'année écoulée pour entamer celle qui commence. Les Nzima et les populations ivoiriennes sont invités à donner le meilleur d'eux-mêmes en cultivant entre autres la paix et la réconciliation. Pour rappel,
La première phase de la Bissa a eu lieu le 24 octobre avec la sortie de l'Edongolé ou le tambour sacré. Pendant une semaine, les Nzima ont observé la période silencieuse et la deuxième phase du 31 octobre au 7 novembre 2021. Alors, Monsieur Amichia, vous l'avez dit, l'année passée, la Bissa a eu lieu, mais en petit comité du fait de la crise sanitaire. Mais avant cela, la Bissa avait connu des perturbations déjà. Et le thème cette année, la Bissa, un creuset de valeurs et d'espoir. Est-ce que cela est relatif aux antécédents? Est-ce que vous, les organisateurs, vous ne retrouviez plus justement ces valeurs premières-là de la Bissa? Je pense qu'il était temps qu'on reprenne et qu'on se remémore ce que c'est que la Bissa, cette capacité à travailler sur la cohésion. Bien sûr, quand le peuple se trouve dans des périodes troublées, il est bon de se remémorer cela et de se dire « travaillons ensemble ». Et cette année, nous avons tenu compte de la pandémie, puisque nous avons commencé les opérations, l'association a commencé par une opération de vaccination qui a commencé au mois d'août, bien avant la Bissa. Et ensuite, pendant la période qui a précédé, on s'est aussi occupé d'une opération de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Donc c'est non seulement venir danser, mais c'est prendre le peuple dans toutes ses composantes. Et on sait que la santé fait partie de ses composantes, on sait que le dialogue fait partie de ses composantes. Et c'est pour cela que nous avons dit, soyons réalistes. Creuser d'espoir, creuser dans le sens où on se retrouve ensemble dans ce creuset et on va tout malaxer pour pouvoir sortir quelque chose qui est beau, qui est cohérent et qui est harmonieux. Et c'est joliment dit. Un des moments clés de cette célébration annuelle, c'est la danse au son du Edongbole. C'est bien dit, non? Parfait. Le tam-tam parleur. Quel est le sens réel au-delà de l'aspect festif, au-delà de la danse qu'on voit? Alors, l'Edongbole a un grand rôle dans la Bissa parce qu'il appelle le peuple à danser. Justement, quand j'ai parlé de malaxer, quand je parlais de rentrer dans le sable, c'est pendant les différentes étapes de l'Edongbole, on va retrouver le cheminement de la Bissa. On va retrouver la cueillette, la plantation du maïs, on va retrouver la cueillette du maïs, on va retrouver la capacité de malaxer pour pouvoir sortir quelque chose de bien. Donc l'Edongbole est à la fois celui qui nous permet d'exprimer, il est aussi celui qui va absorber tout ce que nous disons, puisque l'Edongbole va absorber toutes les critiques et à la fin va pouvoir nous permettre de nous libérer pour pouvoir commencer une nouvelle année en ayant évacuer tout ce qui était contraire à la cohésion. Alors, vous parlez justement de critique. Un autre instant qui est très attendu, c'est la critique sociale. C'est à ce moment-là que les mécontentements qui ont été enregistrés au cours de l'année sont publiquement exprimés face à un roi qui est devenu, le temps de ce rituel-là, un sujet ordinaire. On a envie de savoir, est-ce que par la suite, certaines critiques ne portent pas préjudice à leurs auteurs une fois que le roi redevient roi? Alors, je pense que c'est un élément capital de la Bissa et même du peuple Nzema, de se dire, après une semaine de réflexion, on est capable de venir sur la place publique pour présenter non seulement les méfaits, mais aussi les bienfaits. C'est-à-dire, donc, on va magnifier ceux qui ont besoin d'être magnifiés et on va critiquer et appeler à la correction ceux qui ont mal fait. Donc, ça fait partie de la tradition de dire qu'on ne tient pas rigueur à quelqu'un de ce qui est dit. C'est pour ça que les chansonniers sont en une immunité pendant la période de la Bissa. Oui, pendant la période de la Bissa. Et après. Mais oui, mais c'est pour ça que nous avons comme tradition de ne pas tenir rigueur après. C'est pour ça que lorsque vous êtes critiqué pendant la Bissa, vous félicitez les chansonniers parce qu'ils vous permettent de vous améliorer. Donc c'est cette puissance du peuple Nzema de dire la critique est un phénomène d'amélioration de la personne et d'amélioration de la société. Donc c'est important, c'est pour ça que je dirais que c'est une forme de démocratie de dire on est capable de critiquer même le roi à condition de respecter les codes, de respecter l'élégance langagière, de savoir comment parler et d'être factuel. C'est de dire, c'est cet apprentissage-là qu'on peut apprendre aussi, c'est de dire, c'est pas j'ai entendu, mais j'ai vu tel fait, et si vous ne me croyez pas, vous avez un témoin de ce que j'ai vu. Cette année, par exemple, quelles sont les critiques principales qui sont ressorties? Alors, les critiques ont porté sur la cohérence sociale et sur le comportement des personnes, en disant il est important que lorsqu'on occupe des fonctions, on soit aussi exemplaire. Et donc là, c'est un appel aux personnes à responsabilité, à ce que leur comportement permette à la population de les prendre en exemple. Alors ça, c'est un modèle qui pourrait être retransmis à la société en général, hein.
Oui, je pense que c'est là aussi ce que la BISA pourrait apporter à la communauté. Et c'est pour ça que nous pensons qu'après avoir inscrit la ville de Grand Bassam, la ville historique de Grand Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO, la BISA pourrait accompagner cela pour apporter au monde entier cette capacité d'avoir une démocratie particulière, une démocratie fondée sur la critique sociale, fondée sur un tam-tam, sur un son et sur une capacité d'un peuple à faire un bilan et ensuite à repartir de nouveau sur une nouvelle année. Ce qui vous réussit jusque-là plutôt bien. La BISA attire chaque année de plus en plus de monde. Vous êtes le président de l'association Abissa. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites pour attirer plus de visiteurs et en même temps garder ce côté authentique de la BISA pour ne pas dénaturer cette célébration? Alors, ce qui est essentiel, c'est le côté authentique. C'est d'abord le rassemblement du peuple, c'est la capacité pour le peuple de se réunir. Et c'est à ce rassemblement-là qu'on invite nos amis. Donc ce sont les Nzema Kotoko qui font la BISA et ils invitent leurs amis pour participer. Et lorsque nous voulons donner une dimension particulière, c'est là où la collaboration avec le ministère de la Culture, la collaboration avec Côte d'Ivoire Tourisme, la collaboration avec le Premier ministre, la collaboration avec un certain nombre avec l'UNESCO qui nous accompagne dans l'organisation, c'est la collaboration avec toutes ces institutions, quand on a le Conseil économique et social et culturel qui intervient, quand on a la mairie et tout ça. Donc tous ensemble, nous arrivons à faire en sorte que ce que célèbre le peuple Nzema Kotoko soit quelque chose qui est partagé par la communauté et peut-être qui est connu, qui est accepté et qui est protégé aussi par l'ensemble de la communauté. Mais justement, quand vous parlez de toutes ces personnes extérieures-là qui interviennent, toutes ces autorités, même des sponsors, des partenaires et tout, est-ce que cela ne vient pas changer un peu l'essence même de la célébration? Alors, si vous voyez, sur la place de la BISA, vous n'avez aucune manifestation de communication et de sponsoring. Pour dire que la place de la BISA est sacrée. Donc, tous les partenaires respectent cela. Et lorsque vous savez que le samedi, à 2 h du matin, parce que le rituel doit se dérouler, il n'y a plus de son, il n'y a plus de musique, et que l'ensemble des partenaires est capable de le respecter, vous voyez bien que la force, la tradition est bien respectée et bien là. Et nous pouvons continuer à garder cette force, à nous puiser. C'est-à-dire que lorsque le roi revient du bois sacré le dimanche matin, après son bain rituel, et que la population l'acclame, et qu'il monte sur son mannequin, c'est important. Et donc là, on peut dire qu'on transmet aux jeunes générations ces valeurs-là. Valeurs de cohésion, l'apprentissage de la danse, l'apprentissage des chansons. Donc c'est vraiment cela qui va faire l'ancrage et qui va pérenniser la célébration de la BISA. Les valeurs sacrées. Est-ce qu'on a déjà de nouvelles perspectives pour l'année prochaine, vu que le bilan est positif pour cette année? Merci. On a déjà commencé. On a déjà commencé la préparation pour l'année prochaine. Et j'allais dire que le dossier le plus important, ce serait de commencer le travail pour l'inscription de la BISA au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cela a déjà commencé ou bien? Donc nous avons déjà rencontré l'UNESCO et le plan de travail est en train d'être mis en place avec le ministère de la Culture, l'UNESCO et les communautés, la royauté, la notabilité et puis ceux qui sont les gardiens de la tradition. Merci à vous, Monsieur Amichia. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir donné toutes ces informations sur la BISA. Merci Fatou Fofana. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez surtout avec nous sur RTI 1. À partir de 21 h, vous pourrez suivre en direct de Yamoussoukro la 23e nuit des Ébonies. Bonsoir à tous.